Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Arthur, on va parler de comment signer des clients sur LinkedIn, on va parler de branding, d'acquisition, comment passer de freelance à agence. Aujourd'hui, Arthur est passé de freelance designer à agence de branding et donc je vais un peu l'interviewer, lui poser des questions, savoir comment il a fait pour avoir ses plus de 10 000 abonnés sur LinkedIn, comment il fait pour trouver des opportunités grâce à tout ça et quels sont les secrets de sa réussite. Est-ce que Arthur, pour commencer, tu peux te présenter, raconter qui tu es et qu'est-ce que tu fais au quotidien? Ok. Alors, qui je suis? Je m'appelle Arthur Valton, brand designer, donc c'est du branding, stratégie de marque, design, direction artistique. Euh, pour un petit peu raconter ce que c'est une agence qui s'appelle Smooth, ma boîte, qui est découpée en deux parties. La première partie, c'est la partie cabinet de conseil en stratégie de marque, et la deuxième partie, c'est la partie studio créatif. Donc concrètement, on aide les entreprises de tout type à créer une vraie marque qui a de l'impact en travaillant le paysage concurrentiel, le positionnement par rapport à ce dernier, et plein d'autres trucs super compliqués qu'on fait. Et après, on vient mettre tout ça en lumière et en peinture et en couleur, en créant un logo, un site web, des supports de communication, des publicités, etc. En gros du gros. J'ai 25 ans. Cette agence-là, elle a 1 an et demi. Et moi, ça fait à peu près 5-6 ans que je suis dans le monde, on va dire, de l'indépendance, de l'entrepreneuriat, etc. Donc voilà, j'ai commencé vers mes 18-20 ans dans ces eaux-là. Pour faire rapidement. Et aujourd'hui, est-ce que tu serais à l'aise de parler chiffres? Combien tu as d'abonnés sur LinkedIn? Combien de vues par semaine tu fais environ? Combien de chiffre d'affaires tu peux faire avec ton agence? Alors les vues, je sais, je saurais pas te dire, ça varie. Des fois, tu peux faire 20 000, des fois, tu peux en faire 200 000. Donc ça varie. Euh, les chiffres avec mon agence, là, j'ai regardé, on va faire, je pense cette année, on va aller chercher les 200 000 euros de chiffre d'affaires. On a fait 100 000 euros la première année. Donc, on fait un petit fois deux. C'est ça très correct, même si c'est un petit peu lent. Mais bon, c'est le jeu. Bien sûr. Euh, c'était quoi les autres questions? Combien tu as d'abonnés sur LinkedIn? Et ça fait combien de temps que tu crées du contenu dessus? Alors, ça fait 3 ans que je poste sérieusement, on va dire, très régulièrement, presque tous les jours. Et sur LinkedIn, je dois me rapprocher dangereusement des 18 000, là. Je sais plus, je sais pas, je vais regarder. Je sais même plus. 18 000. Franchement, c'est solide. 18 000, c'est ça? Ah, ouais, je pense que c'est Merci. 18 000, un truc comme ça. Donc aujourd'hui, pour expliquer un peu le but du podcast, on va parler d'acquisition client, de comment se positionner quand on est expert et qu'on a plusieurs cordes à son arc, et surtout comment construire une bonne image de marque qui attire les bons clients, comment créer du contenu, comment prospecter pour attirer des clients lorsqu'on est indépendant. On va se baser sur mon expérience, mon tour d'expérience, mais aussi sur l'expérience, le parcours d'Arthur. Est-ce que Arthur, tu peux expliquer comment tu as commencé, surtout que tu as commencé en tant que freelance, donc ça a été quoi un peu tes débuts dedans, ton déclic de comment tu t'es dit ok, je vais devenir freelance, le système, ça me convient pas forcément. Pour faire simple, on va dire que les 10 premières années de mon existence, les gens m'ont répété que j'y arriverais pas à grand chose dans la vie, puisque je faisais que des conneries, et que tout ce que j'essayais, c'était de la merde. Et les 15 années d'après, les gens ont arrêté. Mais j'ai continué à faire des conneries. Et j'ai Ok. pas réussi grand chose. Et puis, il y a quelques mois, là, peut-être 1 an, je me suis dit, ah, j'ai appris deux, trois petits trucs qui font que, en vrai, c'est peut-être sur la bonne route. Donc, euh, donc concrètement, c'est un petit peu ça l'idée. C'est on part de rien, de nulle part, où papa et maman ont ce qu'il faut pour te nourrir jusqu'à 20 ans. Et du coup, tu t'as pas trop de charges, donc tu te formes, t'apprends, tu crées. Et puis, du jour au lendemain, tu te dis, bon, va falloir que je quitte le foyer familial et il faut que je fasse du cash. Donc, c'est un petit peu ça l'histoire, dans les grandes lignes. Maintenant, si on voit plus précisément, après le lycée, donc j'ai eu un bac. Je sais pas trop comment j'ai fait pour avoir eu mon bac, mais je l'ai eu. Ok. Et après ce bac, je me retrouve en fac de sport. C'était la première année, je crois, de comment on appelle ça, le Staps. truc là pour choisir. Hein? Staps. Oui, alors ça, c'était la fac où j'étais. Mais tu sais, il y a le truc Parcoursup. Voilà. Ah, Première année de Parcoursup. Parcoursup.
Donc on a un petit peu les rats de laboratoire de ce nouveau concept. Il a toujours pas fonctionné, qui ne fonctionne toujours pas d'ailleurs, hein, même des années après. Hein. Mais en tout cas, dites-vous que l'année 1, c'était le pire. Donc je coche plein de facs dans plein de villes, etc. Je suis pris nulle part, sauf à une fac, la fac la plus dure de celle que j'avais sélectionnée, qui est la fac de sport de Rennes. Car j'ai pas fait j'ai pas fait trop de, j'étais pas si bon que ça en sciences ou en physique. Et j'aimais bien ça parce que les sujets m'intéressaient, mais j'étais pas le meilleur. Et donc je suis pris du coup en STAPS. Donc, bon, vu que je sais pas quoi foutre de ma vie, je suis allé en STAPS et j'ai fait du sport. Ok. Pour Euh, l'instant, toujours pas de design. alors, alors si, Si? on va dire que le design, il a toujours été présent dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai toujours designé des choses. J'ai toujours pardon, fait des dessins. Depuis tout petit, genre je crois depuis mes 14 ans, je fais du dessin sur YouTube. Ça, je me filme, je dessine, des trucs, je teste. Et donc j'ai toujours créé, ouais, je pense que j'ai commencé vers 13, 14, 15 ans dans ces eaux-là. Je pense que mes premières vidéos YouTube, c'était des vidéos Minecraft, puis j'ai fait du dessin. Et donc bah déjà quand tu commences à apprendre le montage vidéo à 14 ans, forcément, tu accumules de l'expérience là où les gens ils apprennent à 20 ans à faire leur premier CapCut là. Moi, j'étais Hmm. directement déjà sur des logiciels professionnels, ça s'appelait Sony Vegas Pro à l'époque. Et du coup, bah t'apprenais directement sur ces logiciels. Euh, donc du coup, j'ai commencé comme ça à faire des vidéos YouTube, à faire les miniatures, je craquais les premiers Photoshop. Et donc du coup, je faisais mes petites vidéos pendant mon bac, pendant la fac de sport. Enfin, la fac de sport, moi, je suis rentré du coup au BDE Mhm. pour organiser les soirées, etc. Donc moi, j'étais le graphiste du BDE où je faisais les affiches, je faisais les designs sur les suites de la fac. Je faisais ouais, voilà dès qu'il y avait du design à faire, de la créa, etc. Je m'en occupais. Et donc euh, troisième année de fac, je termine. Et est-ce que c'était Covid? Je termine. Bon, je n'avais pas trop kiffé plus que ça. Mais je commençais à vendre, on va dire, mes premiers designs. C'est-à-dire que pendant le Covid, il y a eu une explosion du monde de l'e-sport, Mhm. streaming, gaming, etc. Donc je me suis mis à faire des lives pendant que je faisais des lives sur Discord, Fortnite, League of Legends ou des lives dessins. Et pendant que je devais avoir cours, tu Ok, vois, en waouh. théorie. Voilà. Il y avait Covid, donc c'était des cours à distanciel. Je me rappelle que souvent, je me rappelle très bien de ce que j'avais genre trois, quatre écrans sur mon setup et j'avais un écran avec ma classe avec mon prof qui donnait cours, Ouais. un autre écran avec le retour, le chat Twitch, un autre écran avec mon gameplay et un autre écran avec Discord. C'était très rigolo. C'était très rigolo et franchement, ouais, j'avais avec ma caméra en face, du coup, je coupais mon micro, je causais et puis la prof, oui, faut couper Ok. la cam, quoi. Donc C'était assez chaotique. c'est comme ça que tu as fait tes premiers pas en freelance, on peut dire ça. Et comment t'en es venu après à vouloir te lancer avec une micro-entreprise en France? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Bah, je crois que j'ai pris je sais plus trop quand est-ce que j'ai monté la micro-entreprise, mais en gros, pendant le Covid, ce que je faisais, c'est que je faisais des live Twitch. Et pendant ces live Twitch, eh ben, il y avait des gens qui venaient me voir, pas pour mon gameplay formidable, mais plutôt pour mes overlays. Ok. Et donc les gens venaient en fait à admirer mes overlays et c'est comme ça qu'ils ont commencé à venir pour m'en acheter. Au début, tu faisais gratos, après, j'ai monté les prix, etc. Et puis, quand tu fais les overlays, après, tu fais le logo de la mascotte e-sport. Donc, c'était pour des équipes e-sport. J'ai beaucoup bossé dans le monde de e-sport. Des dizaines de logos, de t-shirts, etc. Donc, très sympa. Et donc, j'ai dû monter mon entreprise à ce moment-là. Ouais, j'avais 20 ans, peut-être 19, dans ces eaux-là. Et ouais, du coup, après, quand je vois que les gens me demandent de l'argent, enfin, me demandent des trucs en échange de l'argent, je fais, je vends alors que je ne sais pas faire, donc j'apprends après avoir vendu. Euh, et c'est comme ça que je commence à accumuler un paquet de compétences et de connaissances.
Donc d'un côté avec le fait de faire du contenu sur YouTube et d'apprendre, faire des miniatures YouTube, faire de communiquer en fait pour ça, et d'un autre côté parce que des gens voulaient m'acheter des trucs. Et après je vais sur des Discord, je cherche des missions, etc. Et j'accumule des premiers sous, mais c'est vraiment des trucs à entre 20 et 200 balles quoi. Ouais, ouais, T'accumules. Mais en vrai, bah quand on vend 20 par mois, tu te fais un petit SMIC, tu vois. ouais. Alors tu charbonnes, hein, tu vends pas ça cher, mais c'est qu'on appelle ça, c'est sympa. On s'amuse bien. Mais ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. Ouais, bien sûr. Et donc on a ça. Après, je crois que je finis par me mettre sur Fiverr. Je chope des petits clients comme ça au fur et à mesure. Ça avance tranquillement. Et puis après, Comment t'as lancé LinkedIn, par euh, exemple? alors LinkedIn. Alors rapidement l'histoire commence à faire entre donc là j'étais encore fin Covid, c'est ça. Fin Covid, il y a les NFT qui arrivent. Et donc je me fais contacter par des mecs qui veulent vendre des produits NFT. Et donc je me mets à designer des logos, des sites, des NFT pour le monde de la crypto. Donc, je passe de l'e-sport à la crypto, tu vois. Je croque Ok. la peste contre le choléra. C'est terrible ce monde-là. Donc je commence à faire un peu plus de cash et je m'étais associé avec un développeur qui développait les sites. Moi, je les designé, lui les développé. On se met ensemble dans une colloque je crois que c'est de 2021 à 2020, on lance du coup Smooth Studio, qui est un pseudo studio collectif de freelance. Euh, et euh, on et du coup on met ça en avant. Et là, je me mets à poster sur LinkedIn. Hmm. Alors LinkedIn, j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que j'ai fait un des premiers posts, et si vous allez très très bas sur mon profil LinkedIn, vous allez voir, j'ai fait un rebranding fictif de PayPal où j'explique mon processus créatif de A à Z. Et grâce à ça, je me fais du coup remarquer par un mec qui a une agence de branding justement et de site web dans le Web3 qui m'envoie plein de contrats, plein 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 de contrats. Et du coup, je fais mes premiers 10-20 000 euros en quelques mois, pas par mois, en quelques mois, avec ça. Donc, pendant le boulot, de toute façon, tout le monde avait de l'oseille, ça allait, bam bam, c'était pas mal. J'étais à Dubaï en plus, donc c'était sympa, l'argent coule à flot. Et puis du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, mais progressivement, mon associé en fait prenait de l'argent, mais délivrait pas le travail. Ok. Il a arnaqué des clients, il mentait, il délivrait mal, bref. Et ça, je m'en rendais pas compte. Euh, Parce qu'on vivait ensemble, mais en fait, pour moi, il bossait, tu vois, j'étais pas là à le fliquer, je passe à Daronne. Et donc, bah, voilà, hein, ce qui est arrivé arriva, ce qui devait arriver arriva. Du coup, on s'est séparés et forcément, le mec s'est barré avec la caisse et toutes les économies. Et je peux vous dire que je gagnais pas des milliers de cents à l'époque, mais le peu que je gagnais, c'était pour payer le loyer et le repas. Ok. Et de temps en temps, une petite sortie. Donc, bah, j'avais plus de thunes. J'avais plus de thunes, du coup, je rends l'appart. Et voilà, parce que là, à l'époque, ce qu'on gagnait, c'était peut-être 20 000 euros par an. Ah ouais, donc ouais, t'étais Voilà. un SMIC par mois, quoi. 1 000, 2 000 euros par mois. Voilà. Ce qui est très bien, tu vois, quand t'as 21, 22. Ouais, j'avais 21. Donc c'est sympa. Et en gros, et en plus à l'époque, j'étais en alternance Hmm. et en école de design, parce que j'avais fait des études de design. Donc je suis resté 6 mois parce que ça m'a saoulé, mais du coup, j'avais peu de temps pour travailler et je gagnais pas tant que ça. Donc le mec se barre au bout de peut-être d'un an. Du coup, je me rends l'appart et je me retrouve dans la caisse parce que bah, tu te retrouves en septembre, là où tous les étudiants cherchent un appart et où là, moi, j'ai le même budget qu'un étudiant. Ok. Je cherche du coup un appart qui va dans les mêmes trucs, mais j'arrive pas. Et du coup, je cherche, je cherche, je cherche. Je leur fais des pauses, je dors un peu dans ma caisse de temps en temps. Je finis par trouver un appart. Et d'ailleurs, l'appart, j'ai trouvé alors sur le bon coin, mais je l'ai eu grâce à LinkedIn. Ok. C'est-à-dire que bah, en gros, voilà, l'anecdote est sympa, sympa. Vu que je postais régulièrement sur LinkedIn, en parallèle, du coup, parce que mon pote alors mon coloc m'avait lâché. Le mec avec qui je bossais en crypto, bah, il m'avait lâché parce que c'était le bear market. Donc j'avais plus de clients parce que c'était 80% de mes rentrées, hein. Donc, plus de clients et plus d'associés.
et plus d'argent. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Et donc, je me trouve dans cette situation-là. Et en fait, du coup, je cherche un appart, je vais visiter un appart. Au bout de 6 mois, j'arrive à avoir une visite. Première visite en bout de 6 mois. Je cherche le nom de la locataire et je la trouve sur LinkedIn. C'était une meuf qui postait, qui était RH, qui postait sur LinkedIn. Et genre, elle avait 20 000 abonnés. Et Waouh. moi, je devais en avoir peut-être 5 ou 6. Donc du coup, je la DM et tout, et je lui parle et en fait, non, je la DM pas, je me connecte à elle et je commande ses posts. Ok. Voilà. Et puis du coup, je vais voir à l'appart et machin et je lui parle et je la dragouille professionnellement parlant quoi. Et donc elle met mon dossier au-dessus de la pile et je finis par voir l'appart. Euh, et d'ailleurs, anecdote, à l'époque, c'était pendant les mois où j'étais à la rue entre guillemets, pas vraiment la rue, je dormais dans ma caisse ou chez des potes, ça. Franchement, je me suis très bien sorti. J'étais pas sous un pont. Et ça, c'était dans ces mois-là où je faisais les meilleures marges et les meilleurs bénéfices et les meilleurs chiffres d'affaires parce que je faisais que travailler, en fait. C'est-à-dire que le matin, en général, soit je dormais chez des potes ou je dormais dans ma caisse. Mhm. En général, je me lavais dans des fitness parks parce que je m'entraînais beaucoup. Donc, je me lavais dans des fitness parks ou à la piscine. Donc, j'avais pas de loyer à payer. Donc, je pouvais payer des cafés ou des restos toute la journée, c'était OK. Vu que quand tu dors chez tes potes, t'as pas envie de les emmerder. Donc, tu rentres tard le soir chez eux, tu causes un peu avec eux et le soir et le matin tu pars tôt. Donc j'avais un rythme de vie qui était assez soutenu et du coup j'étais toute la journée dans les cafés, dans des bars, dans des restos, etc. À faire du contact. Et donc là, c'est dans ce moment-là où je me suis fait un très bon réseau à Rennes euh, et euh, où j'ai jamais fait autant d'argent parce qu'en fait c'était j'ai l'impression d'être sous drogue H24 parce que j'étais en mode vas-y, faut que je survive, tu vois. Ouais, C'est vraiment ouais. là, si j'ai pas d'appart, il faut que je trouve un truc, il faut que je trouve de l'argent pour me nourrir, quoi. J'ai eu une même Sinon, période dans ma vie à mes débuts. Mais après, c'est les périodes les plus compliquées, mais je pense que c'est l'un des meilleurs souvenirs qu'on aura de toute notre vie. C'est quand tu démarres vraiment et que t'es vraiment en face de toi, face à toi-même. C'est là où tu construis le meilleur souvenir. C'est là où tu as la plus grande intensité émotionnelle. Et après, tu as la réussite qui vient, où tu gagnes tes premiers 4-5 000 euros par mois, il se fait que d'augmenter après. Et t'es en mode, ah putain, je me suis sorti, quoi. oui, oui, c'est sûr que c'est agréable. Mais après, j'ai vraiment, j'étais pas mal. En fait, je me disais pas, ah, c'est la merde. Ok, Je suis pas rentré chez mes parents parce que j'aurais pu. Je l'ai pas fait par ego et parce que j'ai pas. Mes parents sont pas au courant de cette histoire. Et je sais qu'ils ok. verront jamais cette vidéo, donc je peux en parler tranquillement. Tu vois, on est chez eux, on est à la campagne, là, on est bien. Ils sont à nous. Ils me prêtent la maison. Mais j'y suis pas allé par ego et puis parce que aussi je j'ai pas forcément envie de revenir. Tu sais, quand t'es parti de la maison familiale, Ouais, bien tout sûr. Ouais. fier et en mode oui, je vais réussir les affaires et tout. Et tu reviens pas 2 ans après en mode bon bah j'ai plus d'oseille, je reviens, tu vois. Non, c'est surtout pas la honte. Surtout que t'avais arrêté Donc les études, non, à ce moment-là. bah j'ai fini par arrêter mon alternance. Alors que si j'avais l'alternance, t'as un alternance, c'est un CDI, donc t'as un contrat de travail, tu peux trouver un appartement beaucoup plus facilement. Donc c'est vrai que j'ai vraiment je te suis. Maintenant l'alternance, je gagnais plus que mes profs pendant les cours et les profs ils nous montraient comment détourer des voitures. Je dis les gars, je fais du Photoshop depuis déjà 4-5 ans, qu'est-ce que vous me parlez de détourer des voitures? Ouais. Donc et puis j'étais avec des puis j'ai passé plus de temps à parler avec les profs qu'avec les élèves. Les élèves ils sortaient du bac, moi ça faisait 4 ans que j'ai sorti du bac, il y avait un décalage, tu vois. Alors qu'il m'avait sauté des classes, hein. Mais non, il y avait un trop gros décalage, je pouvais pas rester là. Je me faisais chier, quoi. À un moment, le truc, on avait 4 fois 4 heures de cours pour faire un logo. Ok. Mec, moi, des logos, je t'en fais 3 par semaine parce que je les vends à 50 balles. Donc, à Ouais. un moment, enfin, 3 par jour, pardon. À un moment, si tu me dis, ça peut marcher. Phase compliquée, et puis après, on a réussi à s'en sortir, grâce à Dieu, hein, comme on dit. Mais, euh, Mais bon, ça va. En fait, c'est marrant parce que t'es jeune, t'as beaucoup d'énergie, t'as que ça à faire, perdre ton temps dans des choses qui sont inutiles entre guillemets, etc. Et c'est très bien, tu vois. Moi, je me rappelle, j'étais tout le temps en costume.
C'était tout le temps en costume parce qu'avec le peu d'argent que dès que j'ai eu un gros salaire, dès que j'ai eu un gros contrat, attention, c'était gros contrat, 8 000 euros, un site à 5 pages. Ok. Non, à 12 pages. 12 pages. Design plus dev. On a signé ça avec mon associé. On s'est pris 4 000 euros chacun en un mois, voire en une mission. Du coup, on allait se tailler un costume sur mesure. Première chose que j'ai faite. Parce qu'un homme doit être apprêté. Est-ce que Et c'est un bon investissement selon toi? ah, mais écoute, je l'ai toujours. 1 500 balles. Ok. J'ai intérêt à l'avoir toujours. Écoute, c'est un très bon investissement. Je trouve que les gens sont pas assez apprêtés. Donc c'est important. Par contre, ça coûte cher en maintien, enfin, le fait de le garder propre, etc. Faut l'emmener chez le pressing régulièrement. Mais et donc pour l'anecdote d'ailleurs, une fois je ramène mon costume chez le pressing, je me balade et tout, je cherchais à développer mon réseau parce que j'entendais des choses sur internet et LinkedIn et tout. Et là je passe devant un coworking, c'est un mec qui fume sa clope, du coup avec un autre gars et tout. J'arrive, je vois qu'un des deux gars rentre dans le coworking et que l'autre s'est terminé de fumer sa clope. Je dis vas-y, je vais leur parler. J'ai dit bonjour, excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous êtes entrepreneur? Donc j'arrive et j'échange avec le mec. Il me fait bah écoute ouais, moi, je suis courtier en assurance. Le mec était courtier en assurance à l'époque. Et tout, donc j'ai dit, ah donc ça c'est un coworking, c'est ça, c'est là où il y a des entrepreneurs qui travaillent. Il me dit ouais, donc il m'explique et tout. Et moi je dis bah je cherche à faire du réseau. Je cherche des soirées réseau. Est-ce que tu penses que tu peux m'aider? Et le mec me dit ouais, pas de problème. Bah alors il y a BNI, il y a machin, il y a bidule, il y a trucs. Tu vois, il m'explique un petit peu les événements et soirées business qu'il y a sur Rennes. Donc je prends mes notes, machin, mon téléphone. Je dis merci, je serre la main, je dis est-ce que je peux vous prendre votre LinkedIn pour qu'on puisse échanger, etc. Le mec me dit ouais, pas de problème, il me file son LinkedIn. Je rentre chez moi, je lui envoie un LinkedIn direct. Je dis est-ce qu'on peut se prendre un café semaine prochaine? Le mec me dit ouais, go, on se prend un café. La semaine d'après, on échange. Alors, ouais, ça c'était quand j'étais encore dans mon ancien appart. Non, c'était quand j'étais à la rue. C'était quand j'étais à la rue. Donc je suis pas allé à mon appart, je suis allé à un café pour dire ça. Du coup j'y vais, mon machin, et depuis on s'est plus jamais quitté avec ce mec. Il s'appelle Jérémy Dijoux. Euh, Entre les deux, il a monté une boîte, un garage automobile, et il m'a acheté peut-être au total 15 000 euros de prestat Ah avec sa ouais. boîte, qui a coulé entre les deux. Il a monté une boîte qui a coulé à cause de son associé qui était un fou, euh, dans tous les sens, hein, que ce soit positif ou négatif. Il Ok. était fou, mais bon, c'est toujours bien d'avoir un associé fou. Et, puis maintenant, il est retourné dans le courtage. Mais je l'ai eu au téléphone il y a 3 jours, quoi. Euh, donc voilà. Et des histoires comme ça, j'en ai plein. Ok. Donc en fait, ce qui t'a vraiment aidé dans tes débuts, c'est avant tout de networker, faire du réseau IRL. Surtout que tu es quelqu'un d'assez Mm. extraverti, t'as pas peur d'aller vers les gens, tu es plutôt très bon pour engager tes discussions ou connecter avec les gens. Donc tu t'es servi de cette force pour rencontrer un maximum de personnes et c'est comme ça que tu as signé tes premiers clients, c'est ça? Bah, du coup, non, parce que les premiers clients, je les ai eu grâce à LinkedIn, en soi. Mais en fait, on va dire que LinkedIn, c'est pour du court terme. Ok. Enfin, tu peux. Ah non, c'est pas du court terme. C'est le long terme. En fait, c'est les deux. Tu vois, tu travailles une brain, tu vas serrer des mains, tu rencontres des gens, tu montres que tu es là, en fait. Tu montres que tu fais du bon travail. Mes premiers clients, je les ai eus parce que j'ai montré que j'ai fait du bon travail. Ok. J'ai prouvé par A plus B que si tu contactes Arthur Balton, pour ce qu'il sait faire, il va te rendre de la qualité. C'est tout, tu vois. Ça se montre par plein de manières différentes. Et après, c'est comment est-ce que ces gens-là, tu les mets dans ton tunnel de vente, en fait. Tu les fais atterrir dans ton écosystème qui va faire que les gens vont se rappeler de toi. Et donc Jérémy, lui c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a plein de mecs à qui j'ai abordé dans la rue et à qui il s'est jamais rien passé. Lui c'est un très bon exemple et c'est devenu un très bon ami. Sachant que le gars, il est pas jeune, hein, il a 20 ans de plus que moi, hein. Il y a des gosses, une femme, etc. Et donc c'est pas du tout le même âge. Mais non, le sujet là dans l'acquisition concrète, c'est deux facteurs, c'est montrer qui tu es
montrer que tu es compétent et que tu travailles bien. Et une fois qu'on t'appelle, du coup, pour acheter ton service, bah, c'est leur montrer qu'ils ont fait le bon choix. Donc, en délivrant correctement. Mm. Et en fait, c'est ça la brain. C'est juste dire coucou, je suis là et regarde, je vends ça. Et quand les gens auront besoin d'acheter ce que tu vends, eh ben, ils penseront à toi si tu l'as fait correctement. Ok, C'est ça la brand. ouais, c'est super pertinent. Et aujourd'hui, du coup, tu as monté ton agence. Est-ce que tu peux expliquer rapidement C'est ça. comment tu es passé de freelance à agence? Tu as attendu de gagner combien pour commencer à déléguer, par exemple? Ah. Écoute, j'ai toujours délégué dans ma vie. Tout ce que j'aime. En fait, moi, je délègue ce que j'aime pas faire. Hmm, Et donc, c'est simple. Et quand il y a un truc que j'ai pas envie d'apprendre, soit je me force à l'apprendre, soit je le délègue. Mais en général, je délègue. C'est à un moment un peu la flemme. Donc non, écoute, il y a pas eu de réel déclic. C'est-à-dire que ça s'est fait où quand je débordais et que je me dis bon là, je vais pas assumer les clients, je vais appeler quelqu'un pour le faire. Après, des fois, j'arrête de déléguer parce que j'ai moins de clients et je refais moi-même. Puis après, je redélègue. Là, on arrive à une partie dans l'agence où, bah, tu vois, on fait rentrer quand même, il y a beaucoup de clients qui arrivent naturellement. Donc nous, on fait pas de démarchage, on fait pas d'appel à froid, on fait rien, on fait pas de commercial en fait. Juste, on fait du branding, on fait une stratégie de communication, on publie, on apparaît dans les podcasts, on met en avant nos créations, on fait un beau site, et puis surtout, on délivre bien. Ce qui fait que bouche à oreille, plus communication agressive sur LinkedIn, de fait d'être toujours là, de montrer qu'on est là, etc. Ça, ça finit par payer, on va dire, et ça a toujours payé. Dans le sens où même mon premier post LinkedIn, il m'a fait ramener un gros client qui a dû me rapporter peut-être 40 000 euros. Donc en soi, ça fonctionne, tu vois. Et ça fonctionnait il y a 3 ans, ça fonctionne encore aujourd'hui, ça fonctionnera sûrement dans 3 ans encore. hmm, Donc non, c'est pas compliqué. Une fois que tu as compris ce que ton client veut voir et quelles sont les raisons pour lesquelles il va acheter, il incroyable. suffit de lui mettre les réponses devant les yeux, quoi. Et parce que ça, c'est une problématique de beaucoup de freelance. Il y en a beaucoup qui veulent communiquer, il y en a même qui essayent par eux-mêmes, mais qui n'ont pas de résultat. Et tu vois, moi, je rencontre à peu près 4 à 5 freelances chaque semaine qui font du motion design. Il y en a qui sont directeurs artistiques, il y en a qui font du branding, il y en a qui sont product designers. Donc, il y a plein de corps dans le design différents. Mais enfin, tu es l'un des seuls justement qui a autant de réussite sur LinkedIn et surtout qui a autant d'opportunités simplement en créant du contenu. Donc, ce serait quoi un peu ta recette de création de contenu, surtout quand tu disais, quand tu connais bien ta cible et que tu mets exactement ce qu'il veut sous ses yeux, que ça convertit, rapidement en partant de ton avatar, ce serait quoi? Comment tu structures tout ça? En fait, je vais pas te donner la réponse que tu veux parce que je sais que toi, tu as une méthode et une vision bien claire sur ça, qui fonctionne très bien, je pense, mais qui n'est pas la mienne. C'est que Ok, la réponse à cette question, c'est à un moment, les gars, faut pas être débile, quoi. ok, Euh, non, mais il faut, si tu veux des clients sur LinkedIn, c'est pas compliqué. Tu vas sur LinkedIn, tu postes tous les jours, tu regardes tes concurrents ce qu'ils postent et pourquoi ça marche, pourquoi toi est-ce que ça marche pas, et dès que tu as un post qui marche, tu l'analyses et tu essaies de recommencer jusqu'à que ça remarche. Et quand tu as compris que ton post, une fois, il remarche 2 fois, 3 fois, commence à comprendre la recette. hmm, Des fois, la recette, elle évolue, des fois, elle change pas, etc. Mais factuellement, c'est pas dur, tu vois, c'est faire réagir les gens, leur montrer, tu vois, le tofu mofu bofu fonctionne très bien. C'est une bonne théorie de l'esprit humain dans le sens où, ok, tu fais des top of funnel, tu fais des posts qui sont viraux, tu as pas d'actualité, tu as pas de sujets populaires où les gens vont découvrir. Après, tu fais du middle of funnel où tu montes ton expertise et du coup, les gens vont découvrir et retiennent ta compétence. Et après, tu fais du bottom funnel où tu appuies sur les rêves et les espoirs de tes prospects. Et là, ça va convertir. Oui, c'est bien. Maintenant, mettons de la nuance. ouais, Parce que moi, je peux te donner plein de contre-exemples de ce framework bien sûr. qui vont bien marcher. Le plus important, c'est connaître la culture LinkedIn ou connaître la culture de son réseau. Vous voulez poster sur LinkedIn, postez sur LinkedIn, regardez vos concurrents, passez 4 heures sur LinkedIn par jour, et vous allez voir que ça va fonctionner.
C'est tout. Et moi, j'ai pas de formule magique. C'est-à-dire que je me rappelle très bien où j'étais à votre place, là, la personne qui écoute ce podcast. J'étais dans ma voiture. Je me rappelle, j'étais sur la voiture, sur la route pour aller à un dîner d'affaires où j'écoutais des podcasts de mecs qui parlaient de comment construire son réseau, comment faire des postings, etc. La solution, c'est ça. Il faut tabasser le sujet. Il faut prendre le temps. Il faut investir le temps. Tu fais des plus petites nuits s'il faut. On s'en fout. Mais tabasse-le, regarde-le, machin, et voilà. Et personne ne le fera à ta place parce qu'à un moment, c'est du bon sens, c'est de la logique. Si tu veux être bon dans quelque chose, faut le tabasser. Hmm. Point, tu vois. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et moi, c'est comme ça aussi que je me suis formé à la création de contenu. J'ai accompagné plus de 50 entrepreneurs avec mon agence de création de contenu. Et ce qui m'a vraiment fait péter, c'est scroller, beaucoup analyser. Mais surtout, ouais, beaucoup analyser, passer des heures sans compter. Comprendre les mécanismes psychologiques qu'il y a derrière sur les posts qui fonctionnent. Pourquoi un post est devenu viral, pourquoi lui a suscité plus d'engagement qu'un autre. Et vraiment essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et c'est vraiment avec ce cheminement d'apprentissage que j'ai pu apporter autant de résultats à mes clients. Par exemple, une anecdote que j'ai, c'est j'avais écrit pour un client un post en l'espace de 20 minutes. Et c'était un post ancré sur de la lead gen, donc c'était un post pour convertir, où mon client il attendait des messages privés, donc on allait convertir en messages privés. Et une semaine plus tard, le post que j'ai écrit, j'avais contré et cassé toutes les objections dans le post, avec un bon call to action, avec une belle proposition de valeur, un bon hook qui attire, et le post avait généré 145 000 euros en 7 jours, sur une offre à 5 000 euros. Donc il avait fait une trentaine de ventes à ticket, quoi. Ce qui est énorme, avec un post LinkedIn. Ouais, après, faut pas oublier que ça arrive rarement. Ça, oui, Ça évidemment, arrive, ça arrive rarement, hein. mais Ça arrive c'est pas très évident. rarement. Et puis, il faut le bon tunnel de vente derrière, il faut la bonne offre, il faut Ouais, la bonne brand derrière. J'imagine que le mec, il avait déjà fait des posts et qu'il avait déjà machin. ouais, C'est quelque chose qui sont possibles et oui effectivement il faut le faire quand t'as les moyens, mais il faut pas oublier que t'as en général des années ou des dizaines voire des centaines de postes qui sont rédigés derrière qui construisent la brand, donc oui il y a pas de, mais oui ça m'étonne pas. absolument. Et toi, aujourd'hui, sur l'aspect contenu, est-ce que tu approches quand même des 18 000 abonnés? Comment tu structures tes posts? Est-ce que tu as une stratégie de contenu? Est-ce que tu as, je sais pas, un type de post particulier qui t'apporte des leads, des prospects? Comment tu t'organises un peu quand tu rédiges tes posts? Écoute, en ce moment j'ai une ma strat, c'est enfin, si on peut appeler une strat, en fait moi je publie ce que j'aime bien, ce que j'aime publier. Déjà je pense que c'est important. Hmm, C'est quand tu postes tous les jours pendant 3 4 ans, à un moment, faut aimer ça. Faut aimer ça. Donc, donc non, je poste un petit peu ma life. Je build une public, je brand une public, comme je dis. Je pense que c'est intéressant de montrer un petit peu le process. Au moins, ça montre au lead qu'il y a un humain derrière l'entreprise et que on va échanger avec Arthur Valton quand on va acheter chez Smooth. hmm. Donc pas mal de posts où je parle de mes emmerdes, de mes réussites, du process et du parcours. Pas mal de posts où je parle d'actualité sur la brand. Parce que ça m'intéresse, du coup, je fais de la veille naturellement et donc j'en parle pour partager à ça. Ça montre aussi que je maîtrise le sujet et en général, je donne mon avis là-dessus. Je sais pas combien de posts on fait polémique dès que j'ai un avis un peu tranché sur un sujet. C'est toujours rigolo. J'ai ça et puis bien sûr je mets mon travail en avant. Je mets des cases, je mets des créas, je montre les résultats clients qu'on a eu sur ces derniers. Voilà un petit peu la stratégie globale de la chose. Super. Et pour rebondir là-dessus, aujourd'hui, comment tu as pu structurer ton offre? Parce que le fait de se positionner en tant que freelance, même quand tu veux passer de freelance à agence, c'est toujours compliqué. Donc, ce serait quoi tes, euh, tes conseils pour comment créer une bonne offre, comment bien te positionner sur le bon marché, etc. Comment créer une bonne offre? Parce qu'il y a beaucoup de freelance, En ils ont fait, un service et puis ils se disent, OK, mon prix c'est 400 euros au TGM. Ah, ok, mais c'est pas une offre en fait. Même si tu as plein de services différents, que tu es illustrateur, que tu fais du branding, des sortes graphiques, quoi que ce soit, c'est pas une offre.
Il y en a qui, en fait, cassons le mythe de l'offre. Les gens qui ont des offres ne vendent pas que des offres. D'accord? Les gens qui ont une offre, en général, ils vendent des trucs, des déclinaisons de l'offre. Nous, on a une offre précise, ça nous arrive très régulièrement de vendre une déclinaison de cette dernière ou alors quelque chose qui n'a rien à voir. Parce qu'on veut prendre, parce que le projet nous intéresse. Et avoir une offre, c'est quand même important, parce que c'est ce que vous allez vendre en, en nombre. Bon, une offre, ça vous permet de la structurer, de la processiser, de la connaître et de l'améliorer, d'aller plus vite dans la délivrabilité de cette dernière. Mm. Ça, c'est bien. C'est un bon, on va dire, cadre, une bonne boussole quand on est freelance. Maintenant, ce qui est bien avec l'offre aussi, c'est qu'en général, si vous avez une offre et que vous arrivez à la vendre, c'est-à-dire qu'il y a une demande. Il y a une demande sur cette dernière. Et l'idée, c'est de créer l'offre parfaite à votre marché. Ce qui est marrant, c'est que votre marché, il évolue sans cesse. Ouais. Donc l'idée, c'est de faire évoluer votre offre en fonction du marché. Et aussi en fonction de votre expérience, de vos connaissances, etc. Donc en général, quand vous avez une offre, après, vous pouvez augmenter les prix. Ça, c'est cool. Euh, donc une bonne offre, c'est une offre que vous aimez délivrer. Une offre, pardon. Une offre que vous aimez délivrer. Une offre que vous savez délivrer rapidement, sans trop de contraintes. Une offre que le marché veut acheter et une offre que le marché peut s'acheter. Mm. D'accord? C'est un peu le ikigai, tu vois, de l'offre. C'est un truc que j'aime, un truc qui rapporte de l'argent et un truc que le marché veut. Bah, il faut trouver votre ikigai, les gars. Bah, c'est pareil pour votre offre. Et ce qui est très drôle, c'est que moi, j'ai la même offre, l'offre qu'on vend chez Smooth, c'est la même offre que je vendais en freelance. C'est juste qu'elle était niveau 2 quand j'étais en freelance et là, elle est niveau 53. Tu vois. Mm. Mais en soi, c'était toujours la même chose. Avant, moi, je vendais un logo avec une bannière LinkedIn. Ah, maintenant, je vends le logo, charte graphique, le positionnement de la brand, etc. Donc, en fait, elle a évolué petit à petit par rapport à ce que les gens me demandaient, par rapport aux besoins de mes prospects, par rapport aux besoins du marché, etc. Donc, trouvez ce que vous aimez, trouvez ce que les gens veulent et pricez-le correctement, tout simplement. Exactement. Je dirais une bonne offre, c'est avant tout une promesse pour que la personne puisse vraiment se visualiser ce qu'elle va recevoir. Ça dépend. Ça dépend. En fait, quand tu dis une promesse, c'est la promesse que l'offre va donner. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, tu vas m'acheter un logo. Oui, je te promets, tu auras ton logo. Bon, bah voilà, tu auras ton logo. C'est donc en fait, ça va dépendre de votre produit que vous vendez. Ouais, Si ouais, vous vendez des surtout illustrations, du niveau où vous êtes ça va aussi, ouais. pas. C'est ça. Tu vends du SEO, tu vends une illustration, tu vends de l'ADS, tu vends de la vidéo. Enfin, c'est vraiment pas du tout de la même manière. Mm. Mais ce qui est vachement cool, c'est qu'on arrive dans un monde aujourd'hui où l'offre et la demande est complètement explosée en tous les sens. C'est-à-dire que vous pouvez avoir du succès en vendant des offres très low ticket et avoir le même succès économique, j'entends, c'est-à-dire gagner autant d'argent en vendant peu d'offres, mais high ticket. Ouais. Et donc ça, c'est très très drôle. Donc vous pouvez vraiment exceller dans n'importe quoi. Euh, j'ai un j'ai un pote à moi qui est en Martinique. Lui, il galérait, il plafonnait à 4, 5, 6, 7, 8 000 euros par mois en vendant des visuels à 60 euros. Ok. Ce qui veut dire qu'il tabasse le truc. Il tabasse. Ouais. Et là, il a lancé une nouvelle offre. Flyers, post Instagram, ou machin, prêt en 24, en 25, en 24 heures. Et du coup, ils vendent la même chose, mais plus cher. Sans modification. Donc, il travaille moins, il travaille plus vite, il est payé plus vite, et il facture plus cher. Mm. Et le mec se fait 1000 euros par jour. Ah ouais. Pourtant, c'est designer, quoi. C'est un freelance designer. Alors, il a deux, trois, il est freelance designer, euh, piqué de son succès, il a dû prendre des gars pour déléguer. Ok, ouais. Ce qu'il y a, c'est que, actuellement, il fait 1000 euros de chiffre d'affaires par jour. En Ouais. vendant une dizaine de visuels de posts Instagram par jour. 400 Incroyable. euros de près de visuel. Et tu connais un peu son trafic?
Comment il fait pour avoir tous les jours des nouveaux clients qu'il découvre? C'est le meilleur hôte de Martinique. Le meilleur de Martinique. Donc c'est la C'est réputation, le quoi. meilleur designer. C'est la réputation. Après, la Martinique, c'est pas grand, hein. Ouais, Donc, tu deviens vite le meilleur dans quelque chose si tu fais que ça. Lui, ça fait 5 ans qu'il fait ça. Il est sur Instagram principalement, parce qu'en Martinique, c'est WhatsApp et Instagram. ok, Puis, ouais, il tabasse et tout. ok. Ouais, c'est super intéressant. Et tu saurais te donner un conseil sur comment augmenter ses prix, comment avoir des prix haut de gamme? Parce que ce que je reçois souvent en appel avec des designers que je rencontre, des freelances, c'est je vends mon service à 500 euros, mais quand j'augmente, le prospect il refuse, il négocie. Ça, c'est une situation très fréquente où des fois ils ont envie d'augmenter leur prix, mais ils ont peur que ce soit trop cher et donc en conséquent ils perdent trop d'opportunités et ce qui fait qu'ils cassent toujours sur des prix trop faibles en fait, voire sont perdants par rapport au temps qu'ils y passent quoi. La vraie question, c'est est-ce qu'ils méritent de monter leur prix? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, c'est pas toi qui choisis de monter tes prix. Tes prix, ils montent parce que le marché, il a dit oui. Il y a des gens qui l'achètent surtout, ouais. Bah oui, c'est ça. C'est qu'il y a des gens qui achètent. Ouais, Si les gens, ils veulent pas t'acheter parce que tu montes pas, parce que quand tu montes tes prix, c'est parce que tu vaux pas tes prix. Tu vaux pas plus cher. Tu vois, c'est Bastien. Est-ce que tu vas me vendre un logo 5000 balles? moi non, je sais pas faire des Bah, logos à voilà. 5000 balles. Voilà. Parce que ça vaut pas ça. Moi, jamais je t'achète un logo 5000 balles. Pour toi, tu m'achètes un logo 5000 balles. Hmm. Tu vois? Donc, en fait, à un moment, il y a une question de valeur perçue, une question de compétence, de connaissance et d'historique, tu vois. C'est pas, je vais monter mes prix, bah, je vais monter mes prix. Bah, non, mon ref. Ça marche pas comme ça. Comment tu fais pour monter tes prix? Après, tu as plein de manières différentes. Augmenter ta valeur perçue, te rebrander. Souvent, les gens se rebrandent pour augmenter leur prix. Montrer que tu as de l'expérience, montrer que tu les vaux. C'est pas monter mes prix parce que j'ai envie de monter mes prix. Non, ça n'a aucun sens, ça. Et puis, ça marche pas comme ça. Ouais, Sinon, ça va pas y arriver. On est dans le B2B. Tu dois avoir un argument fort pour monter tes prix. Dans le B2C, c'est facile. Il suffit de mettre un logo Balenciaga qui est brandé et puis voilà, tu rajoutes de zéro. Mais ça, c'est de la brain. Et encore une fois, c'est une brain que Balenciaga a construit sur des années. Donc, toi, t'es freelance, t'as un an d'expérience. Bah, à part si tu sors pas d'une grosse agence ou à part si t'as pas derrière un background qui va faire que tu peux monter tes prix, ne monte pas tes prix. À un moment, tu dois passer comme tout le monde par les petites étapes monter en compétences, monter en connaissances, en, valeur perçue. technique, tu vois, voilà, et en valeur perçue, parce que tu peux pas monter des prix comme ça, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une raison en fait. Hmm. Personne n'arrive sur le marché et facture super cher sans raison. Ouais, bien Donc, sûr. Et, ce serait quoi il y a des moments où tu peux pas. tes conseils en valeur perçue du coup? Aujourd'hui, ce que tu pourrais dire, par exemple, bah, ton offre ou tes prestats de branding, des logos par exemple ou des sites, combien tu vends ça à l'unité pour qu'on ait vraiment une référence de ton panier moyen. Bah, dis-toi que nous, on est vraiment pas cher hein, par rapport à nos concurrents. Donc, nous, on fait une offre, notre offre brand, elle est minimum 5000 balles. Donc, c'est conseil en stratégie de marque plus logo. Mais bon, tu vois, je pense que je vais faire x2 sur les prix très vite parce que à Paris, les gens, ils achètent ça comme ça, tu vois. J'ai mes concurrents qui ont la même année d'expérience que moi, mais qui restent en freelance, Hmm. facturent la même chose, mais avec moins de choses dans l'offre, Ok. à 20 000 balles. Waouh. Donc, et j'ai des potes qui achètent. Et parce qu'ils délivrent de la qualité. Mais pas autant que moi. Donc, je suis clairement sous-pricé. Donc, on est à 5 000 balles la brain et on a 4 000 balles le site, minimum. Après, on augmente, on trouve des pages. Donc ça, après, on a d'autres services, on développe des logiciels aussi, mais c'est pas le sujet de ça. Donc non. Par contre, si je peux donner un conseil pour monter tes prix le plus vite possible, c'est déjà te former très vite, apprendre, faire de la relation client, etc. Et aller sur un marché où les gens ont du pouvoir d'achat. Genre, par exemple, moi je suis en Bretagne et les gens ils ont pas d'argent, Ouais. ils ont pas de thunes pour aller dans la brenne ou même dans un métier digital. Par contre, si tu vas à Paris, là, les gens, ils vont investir. Donc, forme-toi vite, gagne en expérience vite, et va dans un lieu qui est dynamique, genre Dubaï, Paris, LA.
Voilà, bah, change. Le lieu, c'est important, je pense. Et tu peux faire sans, mais c'est pas évident. Faut savoir, démarche des Parisiens, tu vois, mais démarche pas des campagnards, ils ont pas de cash. Et puis ils ont pas ils arrivent pas à avoir la valeur que tu peux leur apporter. Hmm. Euh, et un petit shortcut qui peut te faire vraiment gagner beaucoup de temps, c'est d'aller voir un mec qui est très connu, qui a un branding de merde. Enfin, je te parle si je devais le faire et bosser alors, un branding de merde ou alors un service que tu délivres où il gère pas, bosser avec lui gratos. Voilà, tu fais ça avec allez quatre mecs super connus. Et une fois que tu as fait ça avec eux, après tu les mets en case, tu dis à tout le monde, tu dis à tout le monde enfin tu leur dis de mytho, tu leur dis Demi-tour. ouais ouais de mytho sur le fait que tu les as eu gratos. Ah, mais Tu dis à tout le monde que tu tu leur les as dis que c'est que tes clients, quoi. ouais, dis que tes clients et qu'ils t'ont payé. Il faut pas dire que tu les as eu gratos. Ok. Dis qu'ils t'ont payé et mets-les en avant. Et avec ça, tu vas trouver des clients pour ça. Et là, tu peux dire, bah, j'ai bossé avec telle marque, telle marque, telle marque, telle marque. Donc là, je suis légitime. Paye-moi 10 fois plus cher que ce que je faisais avant. Ok. Par contre, faut délivrer derrière. Faut Si tu délivrer. délivres mal, c'est fini. Incroyable. Ouais, t'as pas une tête brûlée. T'as pas peur de. Et Pourquoi c'est une tête brûlée? non, il y a beaucoup de personnes qui pourraient être réceptives, pas réceptives en disant, ouais, est-ce que c'est une bonne idée? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur la retenue. Est-ce que tu aurais un conseil sur l'état d'esprit à avoir pour scale en tant qu'entrepreneur? Euh, Mec, si t'es sur la retenue, reste salarié. C'est bon. ok. Non, mais c'est vrai, à un moment, les gens, ils se pissent dessus pour 3 fois 6 sous. À un moment, faut arrêter de faire les peureux, tu vois. Il faut agir. Les entrepreneurs, c'est les règles, c'est nous qui les choisissons. C'est Exactement. pas l'État, c'est pas Macron, mec. Hein. C'est les banquiers qui disent à Macron de mettre les lois. C'est les mecs riches qui font les lois, qui font la loi. C'est pas les politiques. C'est pour ça que les lobbies existent. C'est tout. En fait, si vous connaissez pas les lobbies, en fait, les lobbies, c'est des gens qui vont chuchoter à l'oreille des ministres ou des députés pour faire passer les lois des grandes entreprises. Donc, euh, donc en fait, les règles, c'est nous qui les choisissons. C'est point. Et donc, si t'es pas capable de sortir un petit peu de ta zone de confort, d'aller faire des trucs, de te secouer un peu, c'est pas entrepreneur, tu vas pas y arriver. Ça sert à rien. Après, si tu veux être juste freelance et prendre 2 3 000 euros par mois, 5 6 si tu veux, si t'es à Paris, parce que t'as un loyer plus élevé à payer, ok, pas de problème. Fais tes petits posts LinkedIn, montre que tu sais faire, signe tes petits clients à 2 3 000 euros, t'en signes 2 3 par mois, et voilà. Super. Là, tu auras la belle vie, tu vas payer 20% à l'URSSAF, t'auras une petite retraite un peu éclatée, mais voilà, tu auras ce qu'il faut pour nourrir ta femme et tes 2 enfants. Peut-être si tu économises assez, tu pourras peut-être t'acheter une petite maison à la campagne en Bretagne. Et puis voilà. Franchement, si t'es heureux comme ça, c'est ok. Ouais. Mais si tu veux faire de grosses choses, du vrai cash et être un vrai entrepreneur, à un moment, j'ai peur. Bah oui, bah reste peur. Mais à un moment, il y a des gens qui ont pas peur et qui eux agissent et eux font de vraies choses. Et Si ils tu veux faire prennent de ta vraies choses, place. Ouais. oui, voilà, c'est un moment, je sais pas, il y a pas d'état d'âme à avoir. Enfin, des états d'âme dans le sens, en fait, faut pas que t'aies le temps. Si t'as le temps de te poser ce genre de questions, c'est que t'es pas en train d'agir. Donc à un moment, t'es pas au bon endroit, t'es pas en train de faire la bonne activité. Donc ouais, l'action selon toi et pas peur de prendre des risques, c'est super important et c'est le socle pour réussir. Bien sûr. Mais mec, t'es un entrepreneuriat, un entrepreneur, t'es un commerçant. Ton travail, c'est de faire des deals. Point. Si tu fais rien, tu vas rien qui va te tomber dessus. Hein. Hmm. Alors, peut-être que tu auras de la chance. Ah, j'ai une anecdote marrante. J'ai 2 gars. Alors eux, c'était des petits Pokémon, des petits Pokémon shiny, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Ils votaient pas à droite. Ils étaient dans l'art, dans la, la, le fait de casser les codes graphiques, etc. Ok. Euh, des gens qui se sont lancés à peu près en même temps que moi. On se rencontrait en soirée business. Et je me rappelle bien parce que le fondateur s'appelait Arthur aussi. Et Arthur, il était magnifique. Il avait les cheveux longs qui arrivaient jusqu'aux fesses. Il avait des talons, une belle grande barbe, et de l'eyeliner. C'était un personnage. Et Arthur, voilà, il voulait casser les codes externes.
Et je dis, mais qu'est-ce qu'il fait dans des soirées, dans des événements business et tout, retourne au cirque, tu vois. T'es pas au bon endroit. Je lui parlais et tout, et le mec faisait du cash. Fait de l'argent, le mec. Je dis, mais comment ça se fait? Bon, ok, on est à Rennes, on est une ville de gauche. Bon, peut-être qu'il y a des subventions. Je sais pas. Et donc, en fait, euh, je comprenais pas. Donc, je posais des questions. Il me disait, bon, bah, on a tel client, tel client. Le mec avait des clients. Je dis, bon, ok. Je voyais leur créa, leur site, machin, c'était désastreux. Vraiment, il y a rien qui allait, c'était pas corporate et tout, machin. Donc, ok, parti pris osé. Très bien. Peut-être il y a une population, peut-être qu'il y a une clientèle pour ça. Mais bon, c'est pas, ils vont se rendre compte rapidement, c'est pas ce qu'il y a de plus performant. Donc, je les croise et tout, machin, je les croise, tout va bien. Puis un jour, je les vois plus trop. Bizarre. Je parle avec un pote qui, lui, est courtier en automobile. Il me dit, ah, je leur ai vendu une super voiture. Ils ont acheté une voiture pour la boîte. Putain, ça doit bien marcher et tout. Il me fait, ah ouais, ils font à peu près une centaine d'euros une centaine de milliers d'euros par an, ça marche bien. Moi, je te putain, ils font plus de cash que moi. Ouais, ils étaient deux, hein. Et en plus, ils ont pris l'alternante. Et je dis, bon, bah, ça marche bien. En fait, je suis content pour eux. Franchement, tout le bonheur pour eux. Franchement, trop cool. Ils ont trouvé une niche et tout, très bien. Euh, 2 mois après, la boîte est fermée. Waouh. L'agence ferme. Alors, pourquoi? En fait, ils ont eu un magnifique coup de bol. C'est-à-dire qu'ils sont allés dans un coworking. Et dans ce coworking, il y avait une grosse agence de communication, qui avait trop de clients. Et du coup, qui leur envoyait plein de clients. Ok. Et donc, pendant un an, ils avaient des clients et des clients et des clients qui tombaient comme ça tous les mois. Sans rien faire. Parce qu'ils sont arrivés au bon moment, au bon endroit. Et au bout d'un an, ils se sont rendus compte qu'ils faisaient n'importe quoi. Ça, à un moment, ils dépensaient l'argent n'importe comment. Enfin, tu vois, ils investissent en vrai. Ils ont pris l'alternante, ils ont pris le machin. Pareil, j'ai été à l'alternante, c'était un désastre. Ils me disaient, mais ils font n'importe quoi. Je sais pas, ils fument pendant les réunions. Enfin, c'était des sacrés phénomènes. Franchement, après, l'idée, c'est pas de les insulter ou de cracher sur leur gueule. Ce que je veux dire, c'est que c'est un très bel exemple pour te dire, ok, ça peut te tomber du ciel. Maintenant, si tu bosses pas, bah, tu vas juste faire faillite comme eux, quoi, parce que, voilà, ils ont fait des prêts, ils ont pris une grosse caisse. C'était pas une petite voiture qu'ils ont pris en plus. Hmm. Voilà. Et, donc, coup de bol. Coup de bol, coup de bol, et après, ils se sont fait rattraper. Donc, tu peux avoir un coup de bol. Mais encore une fois, ils se sont fait régler par le marché parce qu'en fait, ils n'avaient pas les compétences, ils n'avaient pas les connaissances. Ils ont facturé cher, ils ont fait de l'argent et puis après, ils se sont fait baiser. Et ils sont redevenus salariés, tu vois, les deux là. Ok. Ah, c'est une belle histoire. Surtout Mais il y a c'est une plusieurs histoire comique. freelances. Il y a plusieurs freelances qui font des très bonnes années une fois ou deux dans leur vie. Mais qui, quand tu creuses, c'est un coup de chance, dans le sens où ils mettent pas d'action en place, c'est que du bouche-oreille, des recommandations. Après, tu pourrais dire, ok, c'est super, peut-être qu'ils publient sur LinkedIn, peut-être qu'ils network, mais le plus souvent, c'est que ils mettent aucune action pour solidifier leur acquisition, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune prospection, il n'y a même pas de création de contenu, il n'y a même pas de networking, et les gens, le bouche-oreille, c'est super pour débuter, tu vois. Mais par contre, si tu veux scale et vraiment, tu as de l'ambition, tu veux atteindre, je sais pas, 5 000 euros par mois, tu vas atteindre 10 000 euros par mois, surtout tu veux les stabiliser sur 5-10 ans, tu es obligé de mettre des actions en place sur ton acquisition. Tu peux pas attendre que ça te tombe du ciel toute ta vie. Tu peux avoir un coup de chance pendant une année, 6 mois ou même 2 ans, mais tu pourras pas survivre des années selon moi. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Ouais. Oui, bah, il faut entretenir son image, c'est important. Il y a pas de débat là-dessus, hein. Que ça passe par pour rencontrer ses clients, ça passe par prendre soin, développer son image sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, c'est, oui. Après, ton argument enfin, prospecter, quand tu prospectes, t'as pas d'effet snowball, hein. Le souci. C'est-à-dire, Là, tu dis oui, il faut. Si tu veux durer dans le temps, il faut prospecter. C'est ce que t'entends, c'est ce que tu sous-entends dans ton discours. Mais en soi, oui et non. Ce qu'il faut, si tu veux durer dans le temps, c'est entretenir tes relations, entretenir ton network et ton image. Euh,
Par contre, tu peux, si tu veux si tu veux maîtriser ton acquisition, par contre, ce que tu peux faire, effectivement, c'est mettre en place un système de prospection en te disant, OK, si je prospecte 100 personnes, combien est-ce que j'ai de rendez-vous et combien est-ce Ouais, que je close de rendez-vous en moyenne? Là, tu peux te dire après, du coup, combien de personnes tu vas prospecter. OK. exactement. Mais ce qu'il y a, c'est que, et là, du coup, c'est là où nous, on est un peu en conflit là-dessus. Parce que si tu entretiens pas ta brand, tu arrêtes ça, du jour au lendemain, t'as plus rien. Alors que si tu entretiens ta brand, bah, t'arrêtes. Et ça va, c'est comme, tu vois, quand tu pousses une luge, plus tu la pousses, plus elle accélère, et quand tu la lâches et que t'arrêtes de pousser, bah, elle continue à avancer et elle ralentit vraiment très lentement. Hmm. Donc Non, c'est, alors que, après, je comprends ce que tu veux dire. Je suis pas vraiment en débat là-dessus où je te rejoins complètement sur ce que tu dis. Selon moi, le plus important, c'est de faire les deux si tu as le temps. En fait, si vraiment aujourd'hui, je sais pas, tu es un freelance et que t'as le temps de mettre des choses en place, bah dans ce cas, mets en place un système de prospection où tu traques tes KPI. Même si demain tu es débordé, bah tu peux mettre en pause tes prospections, tu reprendras plus tard quand tu auras moins de clients, tu t'en fiches. Et à côté, bah, entretenir ta brand, créer du contenu, networker, super important, mais c'est ce qui fait que tu auras un business viable, mais surtout un business en croissance sur les années, quoi. oui, de toute façon, plus t'as client. Plus tu as de clients, plus tu fais de cash. C'est simple. Oui, mais si t'as des bons clients qui te livrent bien, enfin, tu vois, un bon client, c'est un très bon commercial pour toi. Donc, Mm, tu absolument. délivres bien, montre que tu délivres bien et tu finiras par avoir des clients, naturellement. C'est surtout que c'est facile, d'être freelance, t'as juste besoin de faire entrer quelques milliers d'euros par mois. Franchement, c'est pas compliqué, quoi. Est-ce que tu peux rapidement, pour terminer, expliquer en quoi c'est super facile de faire de l'argent en tant que freelance? Un peu ta vision des choses. Bah, prenons une TPE. TPE, ça veut dire toute petite entreprise. Mhm, C'est quoi? C'est moins de 10 salariés, une TPE? mhm. Ça? Ouais, je pense. Euh, voilà, prenons une toute petite entreprise qui a 10 salariés. D'accord? Pour avoir 10 salariés, que tu payes au SMIC. D'accord? Donc, il faut que tu lâches à peu près 50K par mois Ouais, pour une dizaine de salariés au SMIC. D'accord? 50K par mois, c'est beaucoup. En général, quand une entreprise dépense 50K par mois de salaire, c'est qu'elle en fait à peu près 300 en chiffre d'affaires global, ouais. entre 300 et 200, pour avoir une marge, parce qu'il y a d'autres charges, etc. Dans à peu près n'importe quoi, dans le service digital, comme dans le BTP, comme dans le service physique. Enfin bref, il y a plein de, peu importe. Donc, 300 000 euros, enfin, admettons, on prend la fourchette basse, 200 000 euros par mois. T'enlèves, allez, 60% de charge. D'accord? Donc, il te reste 60% d'un, presque 80 000 euros. D'accord? Les 80 000 euros, on va dire que tu vas te payer un salaire, machin, etc. Allez, il te reste 50 000 euros. Donc, tu as 50 000 euros de trésor, qui te reste à la fin du mois, tu accumules tous les mois. D'accord? Et des TPE, il y en a beaucoup, beaucoup de milliers en France. Donc, toi, en tant que freelance, tu te dis, vas-y, je vais être un freelance un peu au-dessus de la moyenne, même bien au-dessus de la moyenne, je vais bien gagner ma vie. Je vais me faire, je sais pas moi, 5 000 euros par mois. Bah, 5 000 euros par mois, c'est 10% du bénéfice net qu'une entreprise garde à la fin du mois. Mm. Donc, en fait, une TPE, ça la dérangera pas de lâcher même moins de lâcher 1%, tu vois, chez toi, par mois. Ça, une nouvelle. Bien Et sûr. donc, en fait, il suffit juste de trouver 5 TPE, de leur vendre un service qui est démesuré par rapport à ton prix, qui te prend pas trop de temps, où l'entreprise se dit, ah, putain, mais je suis obligé d'acheter ça, c'est tellement rentable. C'est pas, par exemple, tu fais du SEO. Bah, tu lui dis, écoute, pour 1000 euros par mois, je te fais 20 articles de blog. Alors que les agences SEO, pour 20 articles, elles vont te facturer, c'est pas 6 000 euros, tu vois, par mois. Et voilà. Bah, t'as juste et puis toi, faire 10 ou 20 articles, en vrai, ça te prend pas trop de temps, ça. Si tu as 5 clients par mois, bon, bah, ça te fait 100 articles par mois à faire. Pas tant que ça. C'est que ça. C'est vrai que la stratégie, etc.
C'est pas compliqué. Et là, tu t'es fait 5 000 € par mois, brut, dans ta poche, quoi. Tu vois, donc ça te fait 4 net. Franchement, facile, quoi. Que des stats. Ah non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas Ouais, c'est En réaliste. fait, nous, en fait, quand t'es freelance, t'as souvent tendance à vouloir vendre tes services aux gens qui font autant de chiffre d'affaires que toi. Ouais, Que non, il faut aller voir les plus grosses boîtes. Et les plus grosses boîtes, si tu vas forcément, si tu vends pas de la merde, tu vas forcément trouver des clients. bien sûr. Donc, à un moment, leur faire cracher 500, 1000, 2000 balles tous les mois à une boîte qui en fait 200 par mois, franchement, c'est pas compliqué, tu vois. Hmm, je suis entièrement d'accord. Voilà. Super. Après, c'est facile. Bah, merci beaucoup pour tes réponses, Arthur. Est-ce que tu aurais une, un sujet à mettre sur la table pour terminer? Une question, un mot de la fin, peu importe. Le sujet, c'est les amis, faites du branding parce que même quand vous ne faites pas de branding, vous en faites quand même. Parce que Ouais, dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui le maîtrisent et les gens qui le subissent. Donc arrêtez de subir votre brand, maîtrisez-la et, euh, et faites du branding et explosez vos performances grâce à ça. excellent. Bah, génial. Merci à toi, Arthur. C'était cool. Avec plaisir, Bastien.